Bonsoir. Donc, bienvenue pour cette nouvelle conférence et dernière conférence de l'année 2024, donc organisée par la Société historique du 5e, la Montagne Sainte-Geneviève et ses abords. Donc, nous retrouvons Diane Courtin, qui est doctorante au Muséum d'Histoire naturelle, qui nous avait présenté, si vous étiez là, donc il y a au mois d'octobre, donc les modèles de botanique du docteur Ozou. Donc quelque chose de tout à fait original et très surprenant. Nous avons beaucoup pensé à vous parce que nous avons, pour certains d'entre nous, enfin les adhérents de l'association, sont allés visiter le musée de la médecine et ont vu, là, en vrai, des modèles donc du docteur Ozou. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'herbier du muséum, donc cette collection tout à fait exceptionnelle qu'a accumulé les botanistes qui se sont succédés, donc, et je pense que c'est ce que vous allez nous montrer. Donc nous sommes tout à fait ravis de vous accueillir pour découvrir cette fabuleuse collection qui est sans doute une des plus belles au monde. Donc merci à vous pour cette... Je vous laisse la parole. Merci pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de venir parler une seconde fois de mes sujets de recherche. Plus précisément, ma thèse porte sur la façon dont l'herbier du muséum a été exposé au public au fil du temps. Donc je me questionne sur les autres utilisations de ces collections scientifiques. Est-ce qu'au fil du temps, elles ont été uniquement utilisées pour faire de la recherche, ou est-ce qu'elles ont été utilisées pour renseigner le public, transmettre des informations de façon plus large que les seuls étudiants et les seuls botanistes du muséum? Donc c'est dans ce cadre de ma thèse que je me suis interrogée évidemment sur l'histoire de l'herbier du Muséum national d'histoire naturelle. Et finalement, ce que je vous présente ce soir, c'est un peu un travail que j'ai fait pour moi, en premier lieu, pour comprendre comment mes occurrences d'exposition s'inscrivaient dans cette histoire plus large de l'herbier du muséum. Il y a de nombreux trésors méconnus au Muséum d'histoire naturelle, pour la simple raison que les collections comprennent entre 68 et 70 millions de spécimens ou d'objets. Même au sein de l'institution, nous serons bien loin d'en faire le tour de notre propre vie, et j'imagine que même sur plusieurs générations, il serait compliqué de tout voir. Je vous ai mis sur l'image du diaporama une simple capture d'écran du site web du Muséum national d'histoire naturelle, qui présente un aperçu de ces collections, une sorte de best-of, on dirait. Et j'en ai mis seulement quelques-uns, et on voit la grande variété de collections qui sont conservées. Nous avons des collections documentaires avec des plans géographiques. Nous avons ce que vous voyez en bleu, c'est une impression avec de la lumière solaire de spécimens de plantes. La feuille de laurier, en réalité, c'est une pierre qui a été taillée à la préhistoire. Le buste phrénologique est un témoin de la science du XIXe siècle. Et tant d'autres encore qui nous renseignent sur l'histoire des sciences, et l'histoire particulièrement des sciences qui ont été pratiquées au muséum. Mais tout de même, parmi toutes ces collections très impressionnantes, il y en a une qui prend beaucoup de place dans tous les sens du terme, et c'est l'herbier du muséum. Il est décrit comme étant le plus grand du monde, ce qui est probablement le cas, même s'il y a plusieurs institutions qui lui disputent ce titre. Il est aussi et surtout connu pour être l'un des plus importants scientifiquement parlant, c'est-à-dire que la valeur des spécimens qui sont conservés dans la collection est très grande parce qu'il y a beaucoup de spécimens de référence pour la botanique, quelque chose comme 500 000. Un herbier, c'est un terme qui est souvent utilisé pour parler de la plante qui est desséchée, puis fixée sur le papier et étiquetée avec a minima son nom scientifique. Et dans le cas des herbiers scientifiques, on a également des informations de récolte qui sont assez précises et qui lui donnent sa valeur scientifique. On doit savoir où est-ce qu'il a été récolté, à quelle date, par qui, afin d'avoir tout le contexte. Mais par extension, le terme d'herbier désigne aussi le bâtiment et ou l'institution dans laquelle se trouvent les herbiers.
Au cours de ma présentation, je vais plutôt me concentrer sur cet aspect institutionnel, parce que vous savez peut-être que depuis maintenant 10 ans, un peu plus, quasiment l'intégralité des images des herbiers du muséum sont disponibles sur le site. Si vous ne le savez pas, je pourrais vous donner le lien. Et vous pouvez donc passer des heures, des journées entières à consulter les images de l'herbier du muséum. Alors moi, je voulais vous donner des éléments de contexte pour comprendre quelle était l'histoire de cet ensemble-là. De nombreuses choses ont été écrites à propos du muséum, mais il ne faut pas croire que tout est connu à propos des collections botaniques. Bien souvent, ce qu'on sait, ce sont les histoires des personnages les plus connus, l'histoire par les grands noms en quelque sorte, et on dispose des grandes étapes de l'histoire de l'herbier. Néanmoins, il reste beaucoup d'études à mener pour essayer de comprendre qui étaient les collecteurs et comment la collection s'est constituée au fil du temps. Ici, je vais me concentrer d'abord sur vous décrire, parce que j'imagine que nombre d'entre vous ne sont jamais allés visiter l'herbier, vous décrire à quoi elle ressemble aujourd'hui, en quoi elle consiste. Ensuite, on fera un petit bond dans le temps pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Où se trouve l'herbier dans un premier temps? Donc nous sommes à gauche de l'image à la mairie du 5e arrondissement de Paris. Et si nous marchons, disons, 20 minutes pour les plus énergiques et peut-être une petite demi-heure pour ceux qui prennent leur temps, nous pouvons arriver à l'herbier dans un délai assez restreint. Dans le 5e arrondissement, donc, le jardin des plantes prend une grande place depuis toujours parce qu'il était au centre non seulement des activités scientifiques, mais aussi de la vie de tous les jours. Les gens allaient se balader dans les jardins. Il y a eu une époque où il y avait des marchandes de gâteaux. Enfin, il faut s'imaginer que dans le temps, il y avait une certaine effervescence qui était encore plus grande que celle qu'on a aujourd'hui. Donc c'est intéressant de connaître plein de choses sur ce jardin pour comprendre le passé du 5e arrondissement. Donc, nous faisons cette balade imaginaire, nous marchons, disons, 25 minutes. Nous arrivons au jardin des plantes. Le plan est à droite, il a changé de sens par rapport à la slide précédente, où il y avait nord, sud, est, ouest. Du côté gauche de l'image, un grand bâtiment gris, environ au milieu de la rue Buffon. Il s'agit du bâtiment qui est caché derrière ce feuillage, plutôt en été, parce qu'en ce moment, je pense que vous le verriez un peu mieux. Si jamais vous pouvez rentrer dans ce bâtiment et monter au premier étage, voici ce que vous trouveriez. Ce sont de grands compactus gris et jaunes qui ont été établis il y a environ 12 ans, j'y reviendrai, et qui s'étendent non seulement sur le premier étage, mais aussi sur les étages supérieurs, parce qu'il faut loger les quelques 8 millions de spécimens que contient l'herbier. Mais que contient-il exactement ? Eh bien, beaucoup de choses avec une assez grande diversité. D'abord, l'herbier contient des herbiers, comme son nom l'indique. Mais on aurait tort de penser que c'est la seule chose. Donc les herbiers, ces spécimens séchés, nous avons parmi eux des plantes terrestres, comme au centre tout en haut, mais aussi des plantes aquatiques, comme les algues, tout en haut à droite. Également des champignons, tout en haut à gauche. Les champignons ne font plus partie depuis un certain temps de la famille des plantes, mais historiquement parlant, il a été considéré qu'au muséum, ils resteraient là où ils ont été constitués en tant que collection. Donc ce sont toujours les botanistes qui gèrent les herbiers de champignons. Et au-delà de toute cette quantité de papier, on a beaucoup d'autres typologies de collections. Au centre, on a un bocal qui ressemble à un bocal Le Parfait, mais certains sont plus jolis que ça. Les collections en fluide, qui peuvent contenir des fleurs, des fruits, des algues pour celles qui se dessèchent mal. Juste à leur droite, vous voyez un fossile de plantes qui constitue un gros ensemble qui n'est plus exactement géré par les botanistes parce qu'il y a eu scission au cours du XXe siècle. Maintenant, c'est la paléontologie qui en a la charge, mais historiquement parlant, très important. Tout à gauche, nous avons des lames microscopiques qui permettent d'étudier les tissus des plantes à un niveau beaucoup plus précis. Et en bas, les collections de bois et les collections de fruits et de graines qui constituent quand même une quantité assez importante de collections. Donc on a une grande variété de formes et de conditionnements, donc du papier, mais aussi des collections en fluide, parce que souvent on parle de collections sèches, mais en réalité les fluides ne sont pas secs. C'est plus large que ce que recouvre la notion en général. Des choses qui sont plus en pierre, des choses qui sont plus dans des sachets. Donc ça demande des compétences de conservation qui varient selon la forme et la matière de ces collections. Comment sont-elles organisées ? Sur les compactus que je vous ai montrés, sont indiqués, c'est un peu loin pour pouvoir le lire même pour moi, des noms de familles de plantes.
Le choix qui a été fait au muséum dans les années 2010, c'est de réorganiser l'herbier selon l'ordre systématique, c'est-à-dire selon les familles, les genres et les espèces de plantes. Selon le principe qu'il était plus simple de retrouver un spécimen d'une famille si tout était regroupé au même endroit. Avant, c'était un ordre géographique, j'y reviendrai. Mais pour conserver visuellement la répartition des plantes selon les continents, nous avons des pochettes de couleurs. Donc chaque couleur, on a une couleur pour chaque continent, et ça permet, quand on est face à un rayonnage, de savoir exactement où chercher pour un genre ou une espèce. Si on cherche par exemple une renoncule d'Asie. Prenons un exemple tout à fait aléatoire. Ceci compte surtout pour les plantes à fleurs et les plantes à graines, donc, parce que qui s'appellent les phanérogames, ça veut dire organes de reproduction apparents. En revanche, les cryptogames, qui recouvrent davantage les fougères, les mousses, ce genre de plantes, historiquement étaient séparés des phanérogames, les plantes à fleurs, et ont conservé plutôt des classifications spécifiques à chaque ensemble. C'est-à-dire que quelqu'un transmettait une collection et on gardait l'ordre dans lequel elle était constituée. Donc pas d'herbier général, contrairement aux plantes à fleurs. Cependant, celle-ci constitue l'immense majorité des collections. Donc, ce classement systématique par famille, genre et espèce varie beaucoup selon le contexte scientifique du moment. En ce moment, la classification s'appelle l'Angiosperm Phylogeny Group, et c'est la classification, la phylogénie du groupe des angiospermes, qui est la plus partagée dans le monde entier, parce qu'elle permet d'obtenir un consensus pour les botanistes et que tout le monde travaille à partir de la même classification, et au lieu que chacun en ait une, ce qui a été le cas pendant très longtemps. Mais dans le passé, il y a eu beaucoup de classifications différentes, et en réalité, les botanistes s'adaptent et réorganisent la collection en fonction de l'ordre qui est adopté à un instant T. Cet herbier, comme je le rappelais en introduction, est très important pour sa valeur scientifique. Les plus importants des spécimens, ceux que j'ai indiqués comme spécimens de référence, s'appellent dans le jargon botanique des types. Cela signifie que ce sont les spécimens qui ont été cités la première fois que l'espèce a été décrite. Donc un botaniste travaille sur une plante, se rend compte que jamais elle n'a été décrite scientifiquement et qu'elle n'a donc pas de nom, et au moment où il la nomme, il en profite pour dire quel matériel il a utilisé pour travailler. Par la suite, tous les botanistes qui vont vouloir déterminer une plante inconnue vont devoir se baser sur ce spécimen-là pour les comparer et être bien sûr que le spécimen qu'il a entre les mains est telle ou telle espèce. Donc les institutions qui conservent ce genre ces types reçoivent beaucoup de visiteurs, de botanistes de leur territoire et même de l'étranger, voire du bout du monde, pour pouvoir déterminer des plantes qui sont inconnues. Donc, pour sûr, ces spécimens-là sont très importants. Dans les rayonnages, ils sont indiqués par une pochette rouge flashy qui permet de les repérer de façon simple, voire dans certaines institutions, pas au muséum, ils sont dans des placards ignifugés, conservés à l'écart des autres collections pour qu'en cas de feu ou en cas d'urgence, on doit déménager rapidement des collections, on sache lesquelles prioriser. Ce qui a déjà été le cas au muséum, puisque avec la grande crue de 1910, le muséum avait dû bouger des collections des bâtiments qui étaient submergés par l'eau de la Seine qui montait. Donc intéressant comme choix tout de même. Mais au-delà de ces types qui sont particulièrement importants, tous les spécimens des herbiers peuvent potentiellement être importants. À l'origine, les herbiers étaient surtout constitués pour faire de la systématique, c'est-à-dire pour décrire, pour nommer et pour classer les plantes et les champignons. Mais progressivement, et particulièrement au XXe siècle, il y a eu une explosion du nombre d'utilisations potentielles de ces herbiers, que ce soit en écologie, en pharmacologie, en foresterie, et maintenant en histoire et philosophie des sciences, puisqu'on peut apprendre beaucoup de choses à partir de ces objets. Parfois, un spécimen à un instant T, aujourd'hui par exemple, ne revêt aucun intérêt visible, mais peut-être que dans 20 ans ou dans 30 ans, avec l'avancée des moyens d'étude des plantes, ils pourront représenter un intérêt important. Récemment, parmi les études les plus fréquentes menées sur les plantes, il y a le fait d'essayer de comprendre, par exemple, il y a 200 ans, au moment où les spécimens ont été récoltés, quel était le paysage
en termes de flore, et de retourner faire ce type d'expédition pour voir comment le paysage a changé. En fait, c'est des études en écologie et aussi pour constater l'évolution des climats et des paysages. Alors moi, ce que je fais, c'est plutôt de l'étude historique, mais je l'ai mis quand même dans les domaines de recherche scientifique parce que l'histoire est une science. Donc la valeur historique de cet herbier est aussi très grande. La première raison, la plus évidente, et d'ailleurs quand on parle de l'herbier du muséum, c'est d'abord à ça que l'on pense, il y a un certain nombre d'ensembles qui s'appellent les herbiers historiques. J'ai mis une petite citation d'une des gestionnaires de l'herbier qui a écrit un article il y a une dizaine d'années pour la réouverture de la galerie après travaux. Elle disait « Les herbiers historiques sont des collections dont le contenu traduit fortement l'état des connaissances d'une époque donnée et correspond au système de classification publié par leurs constituteurs ou dont le format est particulier. » Donc on compte dans ces herbiers historiques soit des ensembles qui ont été constitués par des personnages célèbres, soit des ensembles qui ont une esthétique, un format, comme par exemple l'herbier de Rousseau sur l'image ici, qui est particulier, ou des herbiers qui sont organisés selon des classifications qui ne sont plus en usage, mais qui nous apprennent beaucoup de choses sur la façon dont on pratiquait la science à une époque donnée. Donc, avec ces herbiers historiques, comme par exemple ceux de Tournefort, de Jussieu, de Lamarck, de Bonpland, d'Adanson, pour chacun de ces herbiers, on a un catalogue propre à la collection, donc un classement en fonction de l'organisation originelle. Mais une fois de plus, comme pour les types, il n'y a pas que les herbiers dits historiques qui sont intéressants, historiquement parlant. Et chaque spécimen est à même de nous apprendre des choses sur un contexte historique. Un courant qui, depuis une vingtaine d'années, prend de la place dans les études en histoire, c'est l'étude de la culture matérielle des sciences. C'est-à-dire qu'au lieu d'étudier les sciences uniquement à travers les publications scientifiques qui ont été écrites par des savants, on va s'interroger sur toutes les traces, tous les objets qui restent, et est-ce qu'ils peuvent nous livrer un nouveau récit sur ces périodes, des périodes qu'on a l'impression de souvent bien connaître. Les herbiers sont un cas particulier qui incarne bien cette tendance de la culture matérielle parce que leur seule matérialité, le fait qu'il s'agisse de papier, fait qu'on peut écrire beaucoup de choses dessus. Donc généralement, on a un grand nombre d'informations qui sont directement couchées, donc on n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour avoir les informations. Les étiquettes donnent de façon classique, comme je l'ai dit, des lieux, des dates de collecte, des personnages, mais l'herbier peut aussi avoir eu une sorte de vie par la suite et avoir reçu des annotations d'autres personnes, comme par exemple les gens qui ont déterminé l'espèce, puisque ce n'est pas toujours la personne qui récolte qui détermine les espèces qu'elle a récoltées, des gens qui les ont classées, qui leur ont donné des nouveaux numéros d'inventaire, des gens qui ont apposé un code barre, puisque depuis 10 ans, il y a des codes barres sur tous les spécimens du muséum, pour pouvoir les identifier numériquement, et des tas de choses qui sont collées dessus, qui sont détachées, les herbiers sont remontés s'ils étaient trop abîmés. À partir de toutes ces traces, on peut essayer de comprendre toutes les époques qui ont été traversées par un objet. Donc on apprend beaucoup de ces herbiers, même lorsqu'ils n'ont pas d'intérêt lié à un grand nom, par exemple. J'en ai profité pour ajouter 2 autres aspects intéressants potentiels de ces objets. L'aspect technique, donc on peut apprendre à partir de qu'est-ce qu'on collecte à une époque donnée, comment on prépare les herbiers et ensuite comment on les gère, donc quelle classification, comme je l'ai dit, était appliquée ou quel numéro d'inventaire a été donné. Et pour un certain nombre d'herbiers, pas particulièrement l'exemple que j'ai donné, mais pour beaucoup d'autres, on peut avoir un aspect esthétique, bien que un reproche qui est souvent fait aux herbiers est qu'ils perdent leur couleur et qu'ils seraient donc moins beaux. Je trouve que ça varie beaucoup selon les collections et qu'il y en a quand même certaines assez exceptionnelles qui conservent en plus leur couleur. Donc, à l'égard de l'aspect historique, il y a encore de nombreuses choses à chercher sur le parcours des collections de l'herbier, comme je le disais en introduction. Mais je vais quand même vous présenter l'état des connaissances sur le passé de cette collection. Et pour ça, nous allons faire un petit bond en arrière vers un anniversaire qui a bientôt 400 ans, c'est-à-dire la fondation du Jardin des Plantes. Il y avait eu un premier édit en 1626 pour la fondation d'un jardin de Saintes, au sein du 5e arrondissement, mais il faut attendre 1635 pour que Guy de la Brosse, qui était le médecin du roi, Louis XIII,
obtiennent de fonder ce jardin, qui ouvrira ses portes réellement 5 ans plus tard, une fois que suffisamment de collections ont été rassemblées pour en faire un lieu d'instruction suffisant. Dès l'ouverture de ce jardin, un des intérêts particuliers était de proposer des enseignements des sciences. Et parmi ces enseignements fondateurs, nous avons la zoologie et la chimie, par exemple, mais aussi la botanique, bien sûr, puisque le jardin lui-même, par son parcours de déambulation, était une façon de s'instruire sur la discipline. Mais au-delà de ces collections vivantes, les scientifiques, les botanistes de l'époque commencent aussi à constituer des collections sèches, donc des herbiers. Les herbiers offrant de nombreux avantages, notamment d'être consultables à toutes les saisons. S'ils portent des fleurs, c'est bien plus pratique que d'attendre un moment précis de l'année pour pouvoir voir ces fleurs. Il y en a également qui de toute façon ne pousseront jamais au jardin puisqu'on ne peut pas tout acclimater. Donc les herbiers sont indispensables pour décrire les espèces et pour pour faire de la systématique et organiser le règne végétal. Le tout premier lieu qui va accueillir les collections de l'herbier en tant que tel se trouve le long de l'actuelle rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Si vous contournez la grande galerie de l'Évolution et que vous remontez vers la rue Linné, vous verrez aujourd'hui les réserves de la bibliothèque centrale, qui ne ressemble à rien en particulier car c'est du béton. Mais à cette époque-là, c'était le tout premier bâtiment du jardin, à l'époque où il n'y en avait aucun autre, et s'appelait le cabinet d'histoire naturelle. Et au tout début, le cabinet royal d'histoire naturelle. Mais l'histoire royale est un peu mouvementée. Donc dès 1635, ce bâtiment est construit. Mais ce n'est qu'au début du XVIIIe siècle que les collections de botanique vont y être envoyées. Car auparavant, les botanistes qui travaillaient au jardin, bien qu'ils soient employés au sein de l'institution, collectaient à leur nom les spécimens. C'est-à-dire qu'ils se constituaient une collection personnelle. On ne disait pas que Joseph Piton de Tournefort collectait pour le muséum, mais en réalité, il collectait pour lui et à partir de sa collection, écrivait des choses au nom du muséum. Donc au vraiment tout début, disons dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les collections sont dans des appartements. Soit dans les appartements des botanistes qui pendant très longtemps, jusqu'au XXe siècle, habitaient au Jardin des Plantes, il y avait des logements de fonction, soit dans les appartements de personnes à qui ils les avaient légués. Mais le tout premier ensemble important qui constitue le noyau de la collection d'herbiers du muséum, c'est celle de Joseph Piton de Tournefort, qui a été constituée dès 1683 et qui rejoint le muséum par un legs en 1708. Après qu'il ait trouvé assez tragiquement la mort près du muséum, même dans une allée, je crois, et il avait quand même prévu le coup en écrivant dans son testament que l'herbier irait au muséum. Donc, bravo à lui. Par la suite, le muséum reçoit, qui ne s'appelait pas muséum à l'époque, je fais un anachronisme depuis tout à l'heure, le muséum s'appelle ainsi depuis 1793. Donc à l'époque, c'était juste le Jardin royal des plantes médicinales. Donc le jardin reçoit l'herbier de Sébastien Vaillant, un autre grand botaniste, qui a été acheté en 1722 à sa veuve. Puis, au cours du siècle, se retrouvent dans le même endroit les herbiers de Joseph Dombé, de Philibert Commerson, qui vont grandement agrandir les collections. Mais l'enrichissement reste malgré tout modéré par rapport à la quantité actuelle de collections. Et on dit qu'en 1802, l'inventaire portait 25 000 spécimens comme collection royale. Donc ça reste quand même un ensemble important pour l'époque. Mais disons qu'on est bien loin des 8 millions de spécimens actuels. En termes d'ouverture au public, tout le quartier, et en général tous les visiteurs qui souhaitaient découvrir les collections, pouvaient venir les visiter de novembre à août. Donc cette période correspond plus ou moins à la période des enseignements, mais on n'y trouvait pas seulement des étudiants. Et très souvent, quand on lit les comptes rendus, les procès-verbaux des assemblées des professeurs du muséum, ils racontent que les gens s'y baladent, mais qu'en réalité c'est un lieu de rencontre, qu'ils ne font pas réellement attention aux collections, qu'ils sont là pour discuter au lieu de s'instruire. Finalement assez amusant, car c'est des reproches qu'on voit toujours adressés au musée, et ce seraient des lieux sociaux, mais c'est une très bonne chose aussi. Donc on a la preuve qu'il n'y avait pas seulement des étudiants dans ces galeries. Le cabinet d'histoire naturelle accueillait la vie du 5e arrondissement. Les herbiers n'y étaient pas, donc en tant que plantes séchées, les herbiers n'y étaient pas consultables. On pouvait les voir, mais ils étaient conservés fermés et les visiteurs ne pouvaient pas les ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans.
Ce qui était vraiment montré au public, c'était tout ce qui était en 3 dimensions. Donc ça peut être des fruits, c'était beaucoup des fruits exotiques parce que les gens n'en voyaient pas. Nous, aujourd'hui, on peut en voir dans les supermarchés. À l'époque, évidemment, non. Donc les gens venaient découvrir des formes et des couleurs qu'ils n'avaient jamais vues dans des aliments. Il y a également des bois, des extraits de bois exotiques qu'on ne pouvait pas voir, et tout ce qui prend de la place et qui ne rentre pas sur une planche de papier. Dans la première moitié, même le premier quart du XVIIIe siècle, les herbiers et les collections botaniques, particulièrement les fruits, sont mélangés avec le reste des collections. Donc on entend surtout la zoologie, les animaux et la minéralogie, à la manière d'un cabinet de curiosité, donc avec l'héritage dans la continuité directe de la Renaissance. Mais à partir des années 1770, le comte de Buffon arrive comme surintendant du Jardin des Plantes et lui décide d'établir un ordre beaucoup plus rigoureux dans les collections. Et alors, comme vous le voyez sur le schéma en bas, qui n'est pas très net, il va séparer les salles selon les grands règnes, j'allais dire du vivant, mais non, les règles de la nature, on dirait à l'époque. Donc on avait une galerie de minéraux et une galerie de végétaux, ainsi qu'une salle des fossiles et une bibliothèque à 7 étages. Et dans un autre étage, une grande collection d'animaux, puisque les animaux ont toujours occupé une place prégnante au muséum. Mais comme assez souvent dans l'histoire des musées, le cabinet d'histoire naturelle va bientôt manquer de place. Avec les lumières et les collectes et le développement des sciences en général, c'est un très grand nombre de spécimens qui affluent au cabinet. Et donc pour libérer de la place, en l'occurrence à la zoologie, les collections de botanique vont être déménagées dès 1807 dans un autre bâtiment. Cet autre bâtiment n'existe plus aujourd'hui, donc il va falloir le figurer, mais j'ai quand même une petite photo après. C'était un bâtiment qui se trouvait plus près de la rue Cuvier, en face de l'actuel bâtiment de l'administration, l'hôtel de Magny, et elles vont y rester jusqu'en 1841. Donc, si vous êtes familier des balades au Jardin des Plantes, vous verrez qu'ici, on voit l'un des côtés de l'hôtel de Magny, donc il y a un grand bâtiment à côté de l'immense amphithéâtre blanc et vert. Aujourd'hui, c'est une pelouse, mais sur la droite, vous pouvez voir un bout de bâtiment dont je n'ai pas trouvé beaucoup d'autres sources, mais qui était une maison qui s'appelait la Maison Léger. Elle avait été acquise pendant la période révolutionnaire, en 1795, si mes souvenirs sont bons, dans le plan d'extension du Jardin des Plantes de Buffon. Donc il était décédé, mais ça a été continué pour avoir de plus en plus de place pour le jardin. Et ce bâtiment a été désigné après rénovation pour accueillir les collections de botanique, un laboratoire de zoologie et déjà à l'époque les équipes de l'administration. En termes de collection, c'est un moment particulièrement important car c'est ce lieu qui va accueillir la première organisation de l'herbier général du Jardin des Plantes. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, l'herbier était constitué de différents ensembles reliés à des noms. Donc on parlait de l'herbier de Tournefort, de l'herbier de Vaillant. Mais sur l'incitation du botaniste Lamarck, son successeur, même s'ils n'ont pas exactement le même poste, la période révolutionnaire ayant changé les statuts des personnes qui travaillent au muséum, son successeur René-Louis Desfontaines va procéder à la création d'un herbier général. Pour ce faire, il prend l'herbier de Sébastien Vaillant, qui n'était pas organisé selon une classification particulière, contrairement à celui de Tournefort, et il va y intercaler tous les herbiers qui n'ont pas particulièrement d'importance et tous les doubles, donc les spécimens qui ont été prélevés sur un même spécimen, on peut dire ça aussi, sur une même plante à un même moment, tous ces doubles vont être intercalés pour former un ensemble qui n'a pas particulièrement de nom, mais qui est censé représenter tout ce qui est connu dans le règne de la botanique. Au même moment, cependant, arrivent des herbiers qui vont être conservés en tant que tels, comme dans un premier temps les herbiers Jacquemont, Gaudichaud, Gay, et ensuite les herbiers de Humboldt et Bonpland, qui avaient passé plusieurs années en Amérique du Sud à collecter, et qui vont rester jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs un ensemble particulier. Par ailleurs, en ce moment, il a été beaucoup étudié dans le cadre d'un projet et au sein des planches d'herbier étaient conservés des dessins qui représentaient les planches et qui ont été publiés par la suite par Bonpland
Pour montrer qu'il y a actuellement de la recherche dans les collections, ils ont tous été numérisés pour créer des facsimilés. Et donc maintenant, ce qu'on trouve dans les herbiers, ce sont des copies de ces dessins. Et ces dessins, pour une meilleure conservation, ont été transférés ou vont être transférés à la bibliothèque centrale. Fin de l'aparté. En 1841, on trouve désormais 500 000 spécimens au muséum. C'est-à-dire qu'en 40 ans, les collections ont été multipliées par 20. Donc déjà, le début du 19e siècle est très riche, floristiquement parlant. Mais dans ce bâtiment-là, le public peut plus difficilement accéder aux collections. C'est-à-dire que, contrairement au cabinet, qui concentre l'essentiel des collections et a été conçu pour accueillir des visiteurs, ici, ce sont plutôt les étudiants et les botanistes qui sont admis. Certaines sources, par exemple des mémoires écrits par les botanistes de l'époque, nous indiquent que quand même, sur demande spéciale à l'administration, on pouvait obtenir un petit billet pour aller les voir, mais ce n'était pas inclus dans le billet général d'accès aux collections du muséum. Donc à cette époque-là, les habitants du 5e arrondissement et les visiteurs en général ne pouvaient pas voir les plantes sur les herbiers. Mais les collections étaient séparées en 3 salles, donc des subdivisions. La salle des herbiers, donc tous les herbiers étaient dans des casiers, et à nouveau ce qui était montré, c'était les fruits et les bois. Il est quand même important de mentionner que la séparation qu'on considère aujourd'hui entre la réserve et l'espace d'exposition n'existait pas à l'époque. Et jusqu'à la toute fin du 19e siècle et début 20e siècle, les musées, c'était des sortes de salles de réserve visitables. Les gens déambulaient dans l'ensemble des collections et ne voyaient pas simplement les spécimens qui avaient été choisis pour être montrés. Donc ici, je le considère comme de l'exposition parce que certains éléments dans les descriptions de ces espaces laissent penser qu'il y avait une recherche esthétique. C'est-à-dire qu'on fixait des palmes sur les murs, il y avait des beaux objets qui n'avaient pas forcément de valeur scientifique qui étaient montrés aussi. On peut en déduire que malgré le fait que ce soit un espace de travail, une certaine volonté scénographique demeurait derrière. Ces bois, ces herbiers et ces fruits vont être transférés en 1841 dans un nouveau bâtiment assez spécial qui avait été conçu pour la minéralogie en premier lieu, le long de la rue Buffon. C'est un bâtiment qui est particulièrement important pour l'histoire des musées en général, en France et dans le monde, car il s'agit du premier édifice qui a été construit pour être un musée. Dans le passé, on avait toujours réutilisé des palais royaux, des bâtiments d'architecture civile mais assez prestigieux. D'ailleurs, même le cabinet royal d'histoire naturelle, c'était un ancien château en fait, qui était sur le terrain. Mais ici, pour la première fois, un bâtiment est construit pour accueillir des collections, donc historiquement parlant, il est très important. Et c'est l'aile est du bâtiment qui est choisie pour accueillir les collections de botanique. Donc, en termes de taille, ils ont quand même eu une toute petite place, mais c'était beaucoup mieux qu'avant. Le bâtiment existe toujours, donc on peut voir ce fronton derrière la roseraie quand on se balade au Jardin des Plantes. Et c'est de l'architecture néoclassique vraiment typique de l'époque, avec un fronton qui montre des allégories de la botanique et de la paléobotanique, donc des plantes et des fossiles, avec des chérubins. C'est assez pittoresque. Et en dessous du fronton, sur la frise, c'est marqué « Botanique Géologie ». Donc aujourd'hui, un visiteur attentif du Jardin des Plantes pourrait se dire « Botanique, mais on ne trouve pas de botanique dans ce bâtiment ». Non, mais il fut un temps où on en trouvait. Donc à ce moment-là, à partir de 1841, afflue vraiment un très grand nombre de spécimens au muséum, notamment avec la collection de la famille des Jussieu. Donc on parle d'une dynastie en général parce qu'au début, il y avait 2 botanistes. En fait, il y a 5 personnes de la famille qui vont contribuer de près ou de loin à enrichir les collections du muséum et à faire de la botanique au sein de l'institution. On se souvient particulièrement de certains d'entre eux, comme Antoine Laurent, mais Adrien, qui était le neveu d'Antoine Laurent et de son frère, a aussi joué un rôle très important jusqu'en 1853. Donc 4 ans plus tard, la famille lègue l'herbier des Jussieu au muséum. Donc c'est un grand ensemble qui arrive d'un coup. Mais en réalité, ce sont surtout avec les très nombreux voyages qui ont été menés à cette période-là que les collections se sont enrichies. D'une part par les botanistes du muséum eux-mêmes,
dont une partie, mais pas tous, partaient très souvent en expédition pour ramener des choses, mais aussi et surtout grâce aux voyageurs correspondants du muséum, donc on utilisait le terme de correspondant, à qui on envoyait des instructions pour qu'est-ce qu'il fallait collecter, comment est-ce qu'on collectait, comment on séchait les plantes. Donc ces livrets d'instructions donnent des informations très intéressantes sur la façon dont on pratiquait la botanique à un moment donné, au XIXe siècle. Donc à l'issue de ce siècle, en 1906, ce sont désormais 3 millions de spécimens qui se trouvent au muséum. Donc on voit la progression en un siècle est absolument phénoménale. Et même après ça, dans le courant de la Première Guerre mondiale, arrivent 2 énormes collections, celle d'Emmanuel Drake del Castillo et celle d'Ernest Cosson, qui représentent chacune 500 000 spécimens. Donc 1 million de plantes arrivent en même temps. Et c'est là que le bas blesse. Les locaux n'étaient pas du tout suffisants pour accueillir 1 million de spécimens d'un coup. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les herbiers ont été éclatés dans plusieurs sites du muséum, à l'endroit où il y avait de la place. L'herbier d'Ernest Cosson aboutit dans le cabinet royal d'histoire naturelle, qui à ce moment-là a 300 ans, et qui tombe littéralement en ruine. On lui trouve une petite place, mais tout le monde déplore l'état lamentable dans lequel se trouvent les locaux. Dans le même bâtiment sont envoyées les collections de botanique appliquée, qu'on appellerait aujourd'hui ethnobotanique. En fait, c'est toutes les plantes utiles qui ont été collectées pour faire de la recherche sur des nouvelles ressources qui seraient intéressantes pour la France. Donc très souvent dans le contexte des colonies, puisque la plupart des spécimens viennent de territoires exotiques, tropicaux. Donc à l'étage du bâtiment cabinet royal se trouve cette collection. Et puis l'herbier Emmanuel Drake del Castillo est envoyé dans un laboratoire qui est perdu plus loin de la rue de Buffon. Et finalement, pour les botanistes qui travaillent au muséum, ça devient très compliqué d'aller consulter tous les spécimens d'une espèce s'ils veulent travailler dessus, par exemple. Donc à ce moment-là, en revanche, tandis que les herbiers et une partie des bois sont conservés au premier étage, donc sur l'image qu'on voit à droite, on trouve aussi au rez-de-chaussée du bâtiment une galerie publique qui est désignée comme telle pour la première fois. Donc les termes galerie publique sont utilisés. Et j'aurais dû mettre une photo, c'est vraiment dommage, je vous le montrerai peut-être après, et qui présente toutes les collections de fruits, toutes les collections de fossiles de plantes, qui à ce moment-là occupe une place particulièrement importante parce que un des grands professeurs du muséum qui s'appelait Adolphe Brognard était paléobotaniste. Donc il a légué sa propre collection au muséum, il en avait beaucoup, et il a énormément encouragé les collectes de fossiles. Donc un grand nombre. Les bocaux, tout ce qui était les collections en fluide ou les bocaux avec simplement des graines, et également des collections qu'aujourd'hui on désignerait comme artistiques. Je parle de toutes les collections en plâtre ou en cire, mais qui en réalité, à l'époque, avaient un statut assez semblable à celui des spécimens, puisque le but était qu'ils illustrent une espèce, qu'ils soient ou non faits dans une matière végétale, tant qu'ils permettaient de reconnaître une espèce, ils étaient considérés comme des spécimens. Donc de l'eau a coulé sous les ponts à ce niveau-là, puisqu'aujourd'hui, la plupart des plâtres et des cires sont conservés à la bibliothèque et plus dans les collections botaniques. Donc il n'y avait pas de sélection des spécimens à mettre dans les galeries, puisqu'on n'en était toujours pas arrivé au stade où on séparait les réserves et l'exposition. Simplement, tous les fruits, tous les fluides, tous les fossiles se trouvaient dans la galerie. Donc les visiteurs avaient un ensemble très chargé devant les yeux, mais plus intéressant que les herbiers qui, selon les botanistes, constituaient l'essentiel de l'activité scientifique. Donc les herbiers d'un côté pour les botanistes et les étudiants, et tout le reste pour les visiteurs. Cette situation dure environ une centaine d'années, puis des botanistes des États-Unis, qui venaient travailler sur une collection en particulier, déplorent complètement l'état lamentable dans lequel se trouvent les collections. C'est-à-dire qu'ils viennent à répétition, ils disent mais ce n'est plus possible de travailler comme ça, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière artificielle d'aucune sorte que ce soit, il n'y a pas de bureau suffisant pour que tout le monde travaille, c'est pas possible d'accéder aux spécimens parce que les couloirs sont tellement encombrés qu'on ne peut pas arriver jusqu'au casier. Donc la situation est vraiment très mauvaise pour tous les gens qui font de l'étude sur les plantes. Ils vont donc demander à une fondation qui existe toujours, à la fondation Rockefeller, de faire un don au muséum
pour les aider à construire un nouveau bâtiment pour accueillir les collections. J'ai consulté récemment les archives de cette fondation qui m'ont été envoyées il y a peu de temps. C'est vraiment très intéressant quand on voit tous les échanges qui ont été faits entre les botanistes et la fondation, toujours sur des questions d'argent. C'est une sorte de navette sur qui va donner combien, mais les choses s'étaient arrêtées sur la fondation Rockefeller donnera 5 millions de francs et l'État français donnera 5 millions de francs. Finalement, j'ai pas encore pu vérifier ça, c'est la légende, mais l'État français s'est plutôt retrouvé à donner 30 millions de francs. Sauf que la somme initiale qui a été donnée, qui a permis de lancer les travaux, c'était quand même la fondation Rockefeller. Donc les botanistes d'aujourd'hui sont encore très reconnaissants pour les travaux qui ont été faits il y a 90 ans par leurs prédécesseurs. Donc ces travaux-là, c'est la galerie botanique actuelle. Enfin actuelle dans son aspect extérieur. Parce qu'elle a été très remaniée par la suite, j'y reviendrai. Le bâtiment est construit à partir de 1930 et il sera inauguré en 1935. Donc sur la photographie, vous pouvez voir le pavillon de la cryptogamie, donc des plantes qui n'ont pas de fleurs et de graines, qui ont des modes de reproduction cachés. Et de l'autre côté, un pavillon qui est plus connu, mais en parfaite symétrie, le pavillon de la phanérogamie, qui est celle par laquelle on rentre aujourd'hui. Les locaux qui sont construits sont particulièrement modernes. Donc ça tranche complètement avec la situation qui existait auparavant. Et l'herbier est organisé de façon géographique sur 3 étages. Donc chaque étage a 1 ou 2 continents. Et les botanistes naviguent entre ces espaces pour aller trouver les espèces qui les intéressent. Le bâtiment est à l'époque prévu pour 50 ans d'accroissement, donc jusqu'en 1985. Et c'est assez fou quand on se penche dessus de constater combien les choses ont évolué en 5 décennies. C'est-à-dire dans la société en général, mais entre les botanistes de 1935 et les botanistes de 1985, il y a une transformation notamment liée à l'apparition de l'ADN qui est assez énorme dans la façon dont ils pratiquent leur discipline. Donc tout au long du XXe siècle, les collections continuent d'être entretenues et d'être enrichies et elles vont encore doubler dans les 100 ans qui suivent, puisqu'on passe en 1906 de 3 millions à aujourd'hui presque 8 millions de spécimens. Comme le rappelait Cécile Opic en 2012, l'enrichissement des collections se poursuit pour 2 raisons principales. Pour faire progresser l'exploration des régions encore mal connues. En l'occurrence, au muséum, on avait beaucoup de spécimens des territoires colonisés par la France, ce qui s'explique entièrement par le fait que l'accès au territoire était facilité par les réseaux des administrateurs, mais moins sur d'autres zones du monde, notamment des zones peu accessibles. Donc dans un premier temps, il s'agit d'aller collecter à des endroits qui sont moins connus, et dont la flore est encore mal connue. Et de l'autre, on enrichit pour augmenter les données sur les taxons trop sommairement décrits. Beaucoup de plantes sont collectées, ça ne veut pas dire que toutes les collections ont été étudiées au fil du temps, ni que les collecteurs ont eu le temps de se pencher sur tout ce qu'ils avaient cueilli. Donc parfois, certains genres, certaines espèces sont mal connues, et il s'agit de collecter davantage pour pouvoir comparer avec le matériel passé et aboutir à de nouvelles conclusions en termes de description des plantes. Dans ce nouveau bâtiment, contrairement à celui qui avait été construit en 1841, et pour des raisons que j'ai encore du mal à élucider, on ne trouve plus de parcours public. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont décidé de construire le bâtiment, ça n'a pas été pris en compte de dédier une salle entière à l'exposition pour un public plus large. Donc les herbiers sont installés dans des zones qui sont inaccessibles au public, uniquement aux botanistes et aux étudiants sur les étages. Et le rez-de-chaussée est quand même conçu comme un espace modulable qui peut occuper plusieurs fonctions, mais la fonction principale qui va être choisie, c'est qu'il accueille les expositions temporaires. Et pas nécessairement des expositions temporaires de botanique. En réalité, la galerie va devenir, comme la grande galerie de l'évolution aujourd'hui, l'espace principal où se déroulent les expositions de l'établissement. Donc, dès le début, les premières choses qui sont accueillies par cette galerie, c'est le musée François Pompon, qui est un sculpteur animalier, et dont le muséum vient de recevoir l'entièreté du fonds de sculpture et le fonds d'atelier. Donc, dès 1935, le musée François Pompon est installé dans ses locaux. Et ensuite, il va y avoir des expositions d'art animalier pendant 2 années d'affilée. Quand même une exposition d'art floral,
donc on est assez loin de la botanique, et ça continue pendant des décennies. Il y a quand même 6 ou 7 expositions en tout qui concernent la botanique, mais tout le reste, c'est un champ radicalement différent. Ce qui fait que le muséum se retrouve dans la situation où il n'y a plus de lieu d'exposition permanente de ses collections sèches. Il y a toujours le jardin, dont l'école de botanique, qui a un carré particulier du jardin qui a été conçu pour enseigner la systématique et l'organisation du monde végétal, mais les herbiers en tant que tels, ou le reste des typologies, ne sont plus montrés. Les locaux étant devenus à nouveau trop étroits, on le savait dès les années 80, puisque en fait la marge de 50 ans a été très vite remplie, et les locaux n'étant également plus aux normes, dès la fin des années 90, début des années 2000, un projet voit le jour de trouver une nouvelle façon. À l'époque, on considérait soit un déménagement, soit une réhabilitation du bâtiment, pour accueillir davantage de spécimens. Ce qui amène à un chantier qui a été mené entre 2008 et 2012 pour gagner de la place dans ces mêmes locaux. Donc, l'hypothèse qui avait été évoquée de déménager n'a pas été choisie, notamment parce que c'est important de faire de la science dans le lieu originel, parce qu'on peut les collecter avec d'autres collections, parce que c'est les endroits où les gens ont leur bureau de travail, pour un grand nombre de raisons, et également la proximité avec Sorbonne Université, qui a eu depuis son arrivée sur le campus, a des liens très forts avec les botanistes du muséum. Ça n'a pas été retenu de partir ailleurs. Il fallait donc, plutôt que de déménager, optimiser l'espace, ce qui a donné la disposition actuelle de l'herbier. Depuis le début des années 2000, donc, il y avait un souhait de valorisation des collections du muséum, et notamment en 2002, il me semble, en tout cas au début des années 2000, avait été créée une direction générale des collections. Parmi les premiers projets qui ont été appliqués, il y avait la rénovation de l'herbier. Donc, durant ces 4 ans de travaux, c'est la capacité d'accueil qui a été doublée, et c'est une réorganisation des collections entières qui a été appliquée. Donc là, sur l'image, vous pouvez voir les anciens casiers à gauche, qui correspondent, je vais bouger les images, au casier que vous voyez ici à droite. Donc certains étaient gris quand même, l'image ne ment pas totalement, mais je crois que les couleurs devaient correspondre aussi à des zones géographiques. Mais donc ces casiers verts et gris et d'autres couleurs sont entièrement démontés. On voit bien qu'il y avait beaucoup d'espace entre les rayonnages, ce qui était essentiel pour faire passer des escabeaux, pour monter jusqu'en haut, mais qui perdait beaucoup de place. C'est pourquoi on est passé à un système qui est dorénavant très connu dans les réserves muséales, les compactus, puisque ça permet qu'il y ait un seul espace entre 2 rayonnages à un instant T, et le reste du temps, tout est compacté, comme son nom l'indique, et on gagne beaucoup d'espace. Donc c'est grâce à cette technique-là que de l'espace a été gagné dans les collections, dans le bâtiment des collections. Mais ça n'est pas la seule chose qui est appliquée, puisque... Non, je vais rester sur cette image encore un petit peu. Les botanistes abandonnent la répartition géographique pour ce que je décrivais au début, rejoindre un ordre systématique. Ça permettait de rassembler les familles de plantes entre elles, à l'exception de la cryptogamie, qui reste plutôt dans la tradition et qui conserve encore aujourd'hui les organisations des botanistes à l'origine des collections. C'est à mettre fortement en lien avec leur propre façon de faire de la botanique, qui est très différente de celle des gens qui étudient les plantes à fleurs, puisque celles-ci sont au centre de toutes les attentions depuis toujours, alors qu'en cryptogamie, c'est plus compliqué. On connaît moins bien l'histoire de la discipline, notamment. Donc, elle est moins étudiée par les botanistes et elle est moins étudiée par les historiens de la botanique. Donc, c'est un peu la parente pauvre, bien que j'ai un petit faible personnel pour la cryptogamie. Une grosse étape de ce chantier a été de s'occuper des quelques 1,5 million de spécimens qui n'étaient pas préparés. Donc, il existait beaucoup de liasses de spécimens qui étaient encore conservés dans du papier journal, ou au mieux déjà dans des pochettes prêtes, mais qui n'étaient pas étiquetées et qui n'étaient surtout pas accrochées à la planche. Donc, une entreprise extérieure, évidemment, car jamais l'équipe n'aurait été suffisante pour le faire en un si court délai, est venue attacher 1,5 million de spécimens pendant ces 4 années, qui ont rejoint l'ensemble de collections qui allaient être numérisées.
Donc ce chantier est on s'en souvient particulièrement parce que 5 millions de spécimens ont été numérisés, puis informatisés sur Internet, mis en ligne pour la consultation à absolument tout le monde. Donc aujourd'hui, vous comme moi, comme n'importe qui dans le monde peut aller voir les images des herbiers sans avoir besoin de se déplacer, ce qui est particulièrement utile quand on cherche de premières informations. Pour les gens qui doivent prélever des petits extraits de spécimens, la numérisation jamais ne remplacera évidemment l'objet. Mais pour les gens qui font de l'histoire des collections notamment, ou juste qui veulent reconnaître visuellement des plantes, c'est parfois suffisant, pas toujours, de pouvoir consulter une image en très bonne qualité. Donc, disons que même si le terme est à utiliser avec précaution, le muséum a un peu été précurseur dans ces grands chantiers de numérisation des collections d'histoire naturelle avec ses collections botaniques. En parallèle de ce grand chantier de numérisation, il y a eu une amélioration de la chaîne d'intégration des spécimens. Je m'explique. Un local d'arrivée a été créé exprès pour mettre les collections qui arrivent d'expédition. Ensuite, une chambre froide a été conçue exprès pour la décontamination. Il y a eu un atelier de préparation des spécimens, donc une salle qui est exclusivement dédiée à ça. Et la préparation des spécimens est réalisée par une équipe très active et efficace de bénévoles. Donc, il y a des gens qui travaillent gratuitement pour le muséum pour monter les spécimens qui arrivent chaque année. On a un local d'informatisation pour prendre les photos et pour mettre en ligne. Et la chaîne de circulation, de mise en collection a été perfectionnée. Il y a également une salle de consultation exprès. Donc, les locaux sont toujours aussi modernes. Ils ont été remis au goût du jour, mais maintenant, l'herbier fonctionne très bien. Il y a également des services qui ont été créés. Il y avait toujours eu de la documentation dans les collections. Mais ce qui a beaucoup changé au muséum à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, c'était qu'auparavant, l'établissement était organisé par laboratoire, qui avaient donc les anciennes chaires, qui avaient beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire qu'ils avaient leurs propres archives, ils avaient leur propre documentation et leur propre bibliothèque, et ils géraient tout ce qui avait trait à leur collection. Alors que, à partir du moment où une direction générale des collections est créée, mais également une direction de la recherche et de l'enseignement, les choses se modifient un peu dans qui gère quoi, et c'est notamment des bibliothèques officielles qui vont gérer cette documentation. Donc, la bibliothèque est à gauche, elle est accessible sur demande, c'est-à-dire que si on justifie d'un projet de recherche sur les collections ou dans les livres, il ne faut pas se censurer, ça peut simplement être demandé de consulter un ouvrage, on n'est pas obligé de faire de la recherche pour y aller, mais disons qu'il faut un petit peu motiver son entrée et pas venir pour faire des puzzles par exemple. Quoique ce serait un très beau cadre. Donc elle a été centralisée en mezzanine. On a notamment éliminé les imprimés qui étaient en double entre la cryptogamie et la phanérogamie pour garder un exemplaire de chaque. Beaucoup de choses ont été désherbées et également eu une centralisation des archives. C'est une question très compliquée, les archives de chercheurs, puisque particulièrement pour les botanistes qui ont fait leur carrière au muséum, la vie privée et la vie personnelle étaient très liées. Donc, surtout parce qu'ils habitaient dans des logements de fonction qui se trouvaient littéralement sur leur lieu de travail. Et faire concevoir qu'il faut récupérer des archives de leur carrière pour les transmettre à l'institution et pour garder une mémoire pour les générations futures, c'est compliqué, puisque ça veut dire démêler qu'est-ce qui appartient à la vie du travail et qu'est-ce qui appartient à la vie privée et de la famille notamment. Mais en tout cas, une partie des archives a été centralisée lorsqu'elle ne restait pas dans les bureaux des chercheurs, qui en avaient parfois un usage très intéressant. Et c'est ainsi que la bibliothèque est née. Et à droite, un espace qui a existé de 2013 à 2019, mais qui a fermé ses portes il y a maintenant quelques années, c'était un parcours d'exposition. Donc après, je fais le calcul, 80 ans sans exposition permanente de botanique, l'ensemble des équipes avait décidé de concevoir un parcours qui permette de montrer la diversité des collections qui existent au muséum, donc les herbiers, mais aussi toutes les autres typologies, et également la diversité des études qui sont menées aujourd'hui sur les plantes. Seulement, pour des raisons notamment financières, l'espace a fermé ses portes en 2019, et pour le moment, il n'existe pas de nouveaux projets. Mais elle a quand même existé pendant quelques années, et ça fait partie des raisons pour lesquelles je vais commencer à m'intéresser à la botanique au muséum, alors que j'aurais pu prendre un parcours totalement différent. Donc j'y tiens un peu. Comme cette
exposition a fermé et que les herbiers se visitent difficilement. En réalité, il y a beaucoup de demandes qui sont faites aux gestionnaires des collections et ils en font déjà environ 80 par an. Donc ça leur prend un temps considérable sur leur recherche. Il faut un maximum profiter des initiatives comme par exemple la fête de la science et je crois les journées du patrimoine ou les rendez-vous de la nature qui ouvrent leurs portes exclusivement ces jours-là pour le grand public. Tandis que les visites sur mesure sont consacrées aux gens qui ont une activité très proche de celle du muséum. En conclusion, les collections de botanique, donc l'herbier du muséum, a beaucoup bougé au cours du temps. Donc depuis les premiers appartements jusqu'au cabinet royal d'histoire naturelle, puis en 1807 un transfert vers la maison Léger, puis en 1841 un transfert vers la galerie de botanique et de géologie, et enfin en 1935 un transfert vers la galerie de botanique actuelle qui a notamment permis de centraliser toutes les collections qui avaient été dispersées. Donc ce qui a à nouveau permis aux botanistes de travailler avec tous leurs matériaux au même endroit. Pendant tout ce parcours de l'herbier, les collections n'ont cessé de croître grâce aux naturalistes du muséum qui faisaient de grands voyages, grâce à des excursions, parce que parfois c'est aussi dans la région parisienne simplement que les spécimens sont récoltés, ou même au sein du jardin dans certains cas, grâce à des envois de voyageurs affiliés au muséum, des achats, des dons, des échanges avec d'autres institutions, et également grâce à la centralisation d'autres services du muséum, et notamment la chaire de culture, donc c'est en fait les ancêtres des jardiniers, avait également un herbier qui était propre à leur service et qui a été transféré au muséum. Donc on va vers une centralisation de toutes les collections de botanique vers l'herbier à l'heure actuelle. Les modes d'utilisation ont aussi beaucoup varié. D'abord, les collections avaient été constituées pour la systématique, et ensuite on a eu le développement d'études variées sur les maladies des plantes, les sols, les propriétés de ces plantes, voire sur l'histoire des savants, de l'institution, des classifications scientifiques ou des pratiques de préparation. Et aujourd'hui, l'herbier est considéré comme un ensemble unique, mais pendant longtemps, il a été composé d'herbiers de particuliers, puis d'un herbier général entouré d'autres ensembles plus petits qui ne faisaient pas exactement partie de l'herbier du muséum et qui pourtant aujourd'hui sont compris dans cet ensemble. Il y avait de nombreuses typologies qui, pendant longtemps, n'ont pas compté dans l'herbier du muséum, notamment la carpothèque, donc la collection des fruits, qui a aujourd'hui été intégrée à l'organisation systématique de l'herbier, mais qui n'était pas auparavant. La xylothèque des bois, elle, n'a pas été intégrée, donc elle est dans une salle spécifique aujourd'hui. Donc il y a encore des ensembles qui ne comptent pas dans ce que je vous ai présenté, les compactus gris, et qui sont dans d'autres salles. Les anciennes collections de botanique appliquée, donc les plantes utiles, n'ont pas non plus été intégrées dans l'herbier. Elles ont pour la plupart été stockées et envoyées dans un entrepôt du muséum où on attend encore un peu de leur trouver un usage. Mais bon, ces spécimens ont quand même de multiples facettes. Ils portent les traces des époques qu'ils ont traversées et ils constituent des objets autant culturels que scientifiques. Une exposition permanente permettrait à un plus large nombre de personnes de découvrir ces richesses. Mais à défaut, quelques spécimens de plantes, dont toutes ne sont pas issues de l'herbier, mais certaines ont été préparées spécialement pour l'occasion, sont toutefois visibles à la Grande Galerie de l'Évolution, ainsi que des fossiles de plantes, donc des spécimens de paléobotanique, en galerie de paléontologie et d'anatomie comparée, si vous avez envie d'aller vous familiariser avec ces collections. Je vous remercie pour votre attention.